Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie l'Université de Kyoto de m'avoir donné l'opportunité de travailler dans cet prestigieux établissement et mes collègues de me donner l'opportunité de partager quelques réflexions avec vous sur la thématique qui nous réunit ce soir. Je prendrai la question de l'internationalisation des universités sous un angle différent de celui que vous avez jusqu'à présent vu brillamment illustré par mes collègues. Je me reporterai peut-être davantage à l'université en tant que l'université, comme le titre de la communication l'indique, est un des acteurs des politiques linguistiques. Les politiques linguistiques sont faites par des acteurs très différents, qui sont bien sûr les responsables, élus ou désignés, mais qui peuvent être les citoyens, qui peuvent être les associations de promotion de telle langue, ou les associations de parents d'élèves, ou des associations culturelles étrangères, par exemple. Donc les acteurs des politiques linguistiques sont très très nombreux. Le système éducatif est un acteur primordial de ces politiques et il est important de souligner, c'est ce que je ferai, que les universités sont un acteur fondamental des politiques linguistiques dans l'espace de la vie culturelle et donc des politiques linguistiques d'un État. Et je vais simplement l'illustrer avec quelques fonctions et quelques formes de responsabilité que les universités ont dans le domaine des politiques linguistiques. Parmi ces responsabilités, il y a évidemment celle de du rayonnement international de l'université, en rappelant que, au moins dans la tradition occidentale, les universités sont des espaces ouverts et ne sont pas des espaces nationaux. La circulation des étudiants et la circulation des enseignants dans l'espace universitaire européen a toujours été une règle. Et quand en France, on recrute un collègue sur un poste, on ne s'occupe pas de sa nationalité. S'il est retenu comme un candidat acceptable, on l'élit et il peut devenir français s'il le souhaite. Mais cette diversité et cette circulation culturelle et linguistique demeure une des caractéristiques de l'université par rapport à d'autres formes d'établissements d'enseignement. L'université a différentes responsabilités. La première, c'est de former des spécialistes en langue. L'université doit former davantage de spécialistes en langue que les langues qui sont déjà enseignées dans l'enseignement secondaire. D'abord parce que l'université doit répondre à des besoins nationaux en langue qui ne sont pas identiques à l'offre de langue qui est produite dans le cadre de l'enseignement secondaire. Et il est important pour cela que l'université diversifie et anticipe ces formations, parce qu'il faut très longtemps pour former un professeur de langue. Donc si dans l'enseignement secondaire, on n'enseigne pas le tchèque ou le finlandais, il faut tout de même avoir des traducteurs, il faut avoir des interprètes, il faut répondre à des besoins spécifiques du marché économique, et les universités ont une responsabilité de diversification des enseignements de langue pour des spécialistes qui est extrêmement importante et qu'il ne faut pas limiter. On voit bien que dans les universités japonaises, l'offre de langue est bien supérieure à ce qu'elle est dans l'enseignement secondaire. Mais cela ne suffit peut-être pas et il faut peut-être penser, comme c'est souvent le cas, à des formations bilingues, c'est-à-dire avec une majeure dans une langue et une mineure dans une autre langue, ce qui se pratique dans beaucoup d'autres universités. En particulier pour l'enseignement, où on peut tout à fait penser à des filières
de formation d'enseignants d'anglais, mais aussi avec une formation pour le japonais comme langue étrangère, puisque le japonais est enseigné dans de très nombreux pays du monde. Je pense qu'on passe 600 000 examens de japonais dans le monde par an. C'est la Japan Foundation qui gère ce projet, et qu'il est important d'associer la didactique d'une langue étrangère à la didactique de la langue nationale. La deuxième responsabilité, c'est la formation des étudiants non spécialistes en langue, c'est-à-dire les formations qui sont proposées ou imposées à tous les étudiants des universités. Il y a là un certain nombre de considérations à faire. La première, c'est que l'université ne peut sans doute pas se contenter de poursuivre les enseignements qui ont été amorcés dans l'enseignement secondaire. Nous avons affaire à des citoyens, nos étudiants sont des citoyens, ce sont des adultes, ils ont déjà fait 12 ans d'anglais, voire davantage, et il est de la responsabilité des universités de leur offrir la possibilité de s'approcher d'autres langues que celles qu'ils ont jusqu'à présent développées. D'ailleurs, souvent, les universités se déchargent de cette responsabilité sur d'autres institutions, et elles se déchargent en particulier sur d'autres institutions de la responsabilité d'évaluer ces compétences. Mais pourquoi faire évaluer les compétences en anglais par des anglophones ? Est-ce que les didacticiens au Japon n'ont pas les moyens de construire des dispositifs d'évaluation qui leur sont propres, de la même manière que le Japon a construit des dispositifs d'évaluation du japonais qui sont tout à fait conformes aux standards internationaux de transparence et des formations, des évaluations certificatives. L'autre point concernant ces formations à des étudiants non spécialistes, c'est de les faire entrer de manière forte dans les cursus. Or, beaucoup de disciplines ont besoin de langue étrangère de manière intrinsèque, non pas de manière cosmétique ou de manière extérieure, mais de manière interne. Est-ce qu'on peut faire des études de philosophie sans allemand ? Est-ce qu'on peut faire des études de musicologie ou d'histoire de l'art sans italien ? Est-ce qu'on peut faire des travaux sur le roman contemporain sans les Russes ou sans les Espagnols ? Il y a des exigences linguistiques à l'intérieur de chaque discipline. Et il est absolument important de les prendre en considération. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'enseigner dans la langue. La didactique des langues est tout à fait en mesure de construire des formations adaptées à ces professionnels, que ce soit pour le tourisme, les relations internationales, le droit international, etc. Les spécialistes en langue ont les moyens techniques de construire des formations en langue appropriées, et il n'est pas nécessaire de passer par ce détour qui sont les enseignements dans la langue cible de discipline pour construire des formations adaptées et pour donc développer le niveau de compétences des étudiants dans ce domaine. Donc on peut réfléchir et on doit réfléchir à ces cours qui sont souvent traités de manière très nonchalante, et pour lequel une réflexion s'impose en termes disciplinaires, à savoir donc la pertinence des langues étrangères dans un champ disciplinaire donné. L'autre point, le troisième point que je voudrais soulever, mais qui est peut-être plus secondaire, c'est la question des centres universitaires de langue. Dans beaucoup d'universités, il existe des centres de langue qui sont décrochés des formations universitaires, qui sont en accès libre le plus souvent,
avec des moyens audiovisuels, des ouvrages, des exercices. Il y a aussi quelquefois des animateurs ou des conseillers qui accompagnent les étudiants dans leur apprentissage autonome des langues qu'ils font sur leur temps de loisir, par exemple, ou qu'ils organisent en fonction d'exigences qui leur sont propres. Ces outils sont fondamentaux parce qu'ils apprennent aux étudiants à construire leurs compétences langagières de manière autonome. Or, l'autonomie et la capacité de s'approprier des langues de manière autonome est une capacité fondamentale pour l'appropriation des langues. Elle peut se faire dans un espace qui est celui des centres de langue. Dans beaucoup de pays, ces centres de langue sont ouverts aux étudiants, bien sûr, mais ils sont aussi ouverts au reste de la population. Le centre de langue de l'Université de Mexico est ouvert à l'ensemble des habitants de la métropole. Ils sont 30 millions eux aussi. Et donc le centre d'études des langues étrangères de l'UNAM est extrêmement important et on y enseigne le catalan, le finnois et les langues indigènes qui sont aussi partie du patrimoine culturel. Le point le plus important et sans doute un des derniers que je voudrais évoquer est celui des langues d'enseignement que nous avons abordé tout à l'heure quand nous avons parlé des enseignements en anglais. Je pense qu'il est nécessaire, à part toutes les considérations très pertinentes qui ont été faites par les collègues qui m'ont précédé, il est nécessaire de prendre en compte la question cognitive, linguistique et cognitive qui est posée par les enseignements de langue en langue étrangère. On sait d'abord que accéder aux connaissances dans sa propre langue, c'est accéder à un autre monde discursif. C'est accéder à un autre espace de communication que celui de la communication ordinaire. Le rôle de l'école est d'amener les enfants, les apprenants, de la communication ordinaire, qui est souvent interactive, qui sont souvent des conversations, de la communication ordinaire qui est centrée sur je, ici et maintenant, comme on a l'habitude de dire, on parle de soi, on parle des autres, on parle de ce qu'on fait, etc. De les faire passer d'un univers centré sur le je, ici, maintenant, à un autre monde de communication dans lequel on doit exposer des savoirs, discuter des savoirs, transmettre des savoirs, élaborer des savoirs. Et donc, l'école, dans la langue maternelle, a pour fonction de faire passer les étudiants à un autre univers de discours dans lequel on peut mettre en place des formes de communication distanciées, objectivées, discutables, et qui relèvent donc d'un mode de communication tout à fait extérieur à l'expérience de la communication spontanée et ordinaire. Ce qui se fait pour la langue maternelle doit à plus forte raison se faire quand il s'agit d'une langue étrangère. À plus forte raison parce que les communautés scientifiques, si elles partagent des démarches épistémologiques, si elles partagent des objets de recherche, ne partagent pas nécessairement des modes de communication universalisés. Les communautés scientifiques se sont construites dans la durée des formes de communication qui leur sont propres. Et changer de langue, ça revient aussi, qu'on le veuille ou non, à changer de forme de communication. Faire écrire à des mathématiciens chinois leurs articles en anglais revient à nier toute la tradition de la construction de la mathématique dans l'espace chinois, dans lesquelles les formes d'exposition des mathématiques ne sont pas celles
des formes d'exposition de la mathématique qui peut s'opérer en anglais, en français ou dans d'autres langues. Donc, il y a des rhétoriques de la connaissance, il y a des formes discursives qui sont propres à des communautés de communication, qui sont aussi des communautés scientifiques, et que perdre la rhétorique de la communication d'une communauté culturelle qui se trouve être une communauté linguistique, c'est, d'une certaine manière, appauvrir la connaissance. Dans la mesure où, si tout le monde fait des articles à l'anglaise avec des listes dot points interminables et en citant les bibliographies en 3 paragraphes en disant Johnson says, Pierre dit que, et X dit que, et W dit que, et en résumant le débat théorique à la convocation rapide d'une demi-douzaine de grands auteurs, c'est une forme de travail qui n'est pas universelle et dans laquelle tous les chercheurs ne se reconnaissent pas. Par ailleurs, on sait qu'il y a une relation entre l'élaboration de la connaissance et le langage. Le langage ne sert pas seulement à dire, transmettre, communiquer la science. Le langage sert à élaborer la connaissance. Le langage sert à élaborer la connaissance dans la mesure où il y a une relation intrinsèque entre la capacité créative du langage, sa capacité métaphorique en particulier, et les connaissances scientifiques qui sont mises en place. Le philosophe français Bachelard a beaucoup écrit sur la métaphore et il a montré le pouvoir communicatif de la métaphore tout en mettant en garde contre ses risques cognitifs. Mais beaucoup de chercheurs, sociologues ou anthropologues de la connaissance en particulier, montrent que les connaissances s'élaborent dans l'interaction entre les chercheurs. Ce ne sont pas les expériences qui décident. Les résultats des expérimentations ne sont jamais clairs. Il faut écarter des résultats et en conserver certains. Et écarter des résultats d'expérimentation et en garder certains, élaborer autour de ces résultats, suppose de l'interaction. Et cette interaction, pour être efficace, me semble-t-il, ne peut vraiment se faire que dans la langue première. Discuter des résultats en plurilingue risque d'être une manière de discuter qui est dangereuse pour l'établissement même des connaissances. Par ailleurs, et je vais vous lire une citation assez longue, mais qui résume fortement mon propos, si je la trouve, mais vous l'avez sans doute de votre côté. Je la cherche. Où est passée? Donc, dans l'intelligence scientifique donc a une relation avec le langage, et je vous lis donc cette citation de Wundenberg de 2014. Donc, les processus cognitifs les plus utilisés et validés dans les procédures des sciences humaines en particulier, ne sont pas d'un seul tenant. Elles comportent des activités logiques, formalisables, et d'autres non logiques. Elles font appel à des démarches de mise en relation d'énoncés, mais elles doivent préalablement faire émerger ou stabiliser certains énoncés à travers donc l'observation, qui viennent de l'observation, de l'intuition, ou de ce qu'il appelle les visions mentales. Autrement dit, si la métaphore peut apparaître dans la stratégie de justification d'un savoir, en servant l'activité argumentative, elle doit être à coup sûr plus active et opératoire encore dans les contextes de découverte, où elle participe fondamentalement au travail d'inférence et de représentation heuristique. Il conviendrait donc de bien distinguer, dans un processus théorique, des phases heuristiques
où la pensée fait des sauts, autodéveloppe des contenus, en se laissant porter par des objets, des noms, des images ou des idées, et d'autres, où elle enchaîne des énoncés selon des contraintes logico-formelles qu'elle s'impose délibérément. Si l'image peut sans doute à première vue être perturbatrice dans l'activité discursive rigoureuse, donc dans la déduction ou dans l'argumentation logique, elle n'a peut-être pas cette fonction néfaste, voire invalidante qu'on lui prête, dans la genèse des conceptions de la pensée. Je pense qu'il est extrêmement important de souligner ce point, c'est que si la connaissance peut se transmettre dans différentes langues, et c'est son rôle, elle naît, y compris dans les sciences dures, elle naît souvent à travers ces représentations langagières propres à sa langue première et laquelle est irremplaçable. Donc, si on dispense aux étudiants des enseignements en langue étrangère autrement que pour la diffusion des connaissances, pour la création des connaissances, c'est un processus qui risque d'être extrêmement invalidant, comme le dit le texte que je viens de vous citer. Et j'insisterai sur ce point parce que si les cours en anglais servent à apprendre de l'anglais, le risque, comme on l'a dit à plusieurs reprises, est effectivement celui d'un déficit de connaissances. Ce qui se vérifie dans un certain nombre de pays où on a privilégié les enseignements en langue étrangère, ce qui se fait aux dépens de l'acquisition des connaissances elles-mêmes. Donc, si on veut développer les connaissances en anglais des étudiants, organisons des cours de langue sérieux pour eux et faisons en sorte que ce soit ces cours de langue adaptés à des formations scientifiques qui leur donnent les compétences nécessaires et non pas les cours de connaissances qui sont déviés, je dirais, de leur objet premier. Voilà en gros mon propos. Les universités ont à gérer des problèmes de linguistique nombreux. Ceux que je viens d'évoquer, mais beaucoup d'autres encore. La langue des thèses, la langue de la signalisation dans le campus, la langue du site de l'université, la langue ou les langues dans lesquelles former les personnels administratifs, la langue ou les langues dans lesquelles former les étudiants qui viennent de l'étranger, en étant au clair sur le fait que certains étudiants viennent pour peu de temps, d'autres viennent pour plus longtemps, et on ne voit pas pourquoi les étudiants qui viennent pour plus longtemps ne recevraient pas, avant d'entrer dans le cursus universitaire, ne recevraient pas des cours de la langue nationale qui leur permettraient, par exemple au bout d'un an, de suivre les cours en langue nationale sans qu'ils soient obligés de passer par une langue tierce. Les universités ont des responsabilités linguistiques multiples. Elles ont des responsabilités par rapport à leur territoire. Elles ont à former des chercheurs en linguistique, en reconnaissance vocale, en dialectologie, en sociolinguistique, qui soient aussi à même de décrire, faire vivre et transmettre les langues du territoire, les langues qui nous sont proches. Y a-t-il une chaire de dialectologie du kyotoïte dans cette université? Ce serait bien dommage pour le kyotoïte et pour le dialecte d'Osaka et pour les langues des îles Ryukyu. Donc les universités sont investies d'une responsabilité territoriale et intellectuelle. Il est impensable qu'on puisse résoudre toutes ces questions en décidant que la seule langue à utiliser est l'anglais. C'est une question trop complexe. Et il est fondamental que les instances universitaires, la gouvernance universitaire que nous évoquions tout à l'heure, crée un espace de discussion partout où c'est possible,
mais c'est en tout cas souhaitable, dans lesquelles les questions de politique linguistique de l'université soient débattues. Cela se produit dans certaines universités en France, en particulier l'université Paris Diderot, qui a une commission qui s'occupe des questions linguistiques à l'université. C'est aussi le cas dans d'autres universités dans le monde. Par exemple, à l'UNAM, à l'Université autonome de Mexico, il y a auprès du président un conseiller qui s'occupe des questions linguistiques qui concernent l'ensemble de l'université et qui fait le lien entre toutes les problématiques linguistiques. Donc il importe que la gouvernance universitaire se dote d'un espace dans lequel ces questions soient débattues par l'ensemble des personnels, y compris donc les personnels administratifs et les étudiants. Et il importe de faire comprendre que les décisions de cette nature ne peuvent pas être prises uniquement en fonction de stéréotypes, uniquement en fonction d'idées reçues, uniquement en fonction de croyances partagées, mais bien à travers des éléments de scientificité que les spécialistes, que la plupart d'entre nous constituons, peuvent apporter. Si les universitaires sont des scientifiques, comme ils le prétendent, pourquoi prennent-ils des décisions de politique linguistique comme n'importe quel citoyen qui n'a pas reçu d'éducation? Comment est-il possible que des scientifiques puissent adopter des politiques linguistiques simplement en répondant aux croyances générales et sans prendre en compte la scientificité de notre domaine, qui est ce qu'elle est, mais qui existe. Et donc, en ce sens, les universités ont un rôle à jouer qu'elles devraient probablement jouer davantage qu'elles ne le font actuellement. Je vous remercie de votre attention.